Bonjour à tous. Les enregistrements sont maintenant visibles. Bon, celle-là pour tout de suite, mais sur la page Facebook, sur la page YouTube de la page, et je vais vous envoyer le lien. Je vais envoyer le lien à tous les parents pour que ce soit accessible. Les anciennes conférences pour que vous puissiez aussi les visionner. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est le thème la fratrie. Dans 15 jours, ça sera les relations parents-pro. Je vous aurai une invitation incessamment sous peu. Et donc, je crois on peut commencer. Marie va faire sa conférence. Je ne sais pas si en fonction, vous souhaitez que les parents vous interpellent ou si vous voulez tout faire et puis que les questions sont à la fin. Ça, c'est comme vous souhaitez, hein, c'est vous qui voyez. Et donc, du coup, j'ai passé effectivement la parole à Marie. Voilà, donc je laisse la parole à Madame Guiriec. Merci beaucoup pour ce petit tour de table. Donc moi, je suis Marie Guiriec, je suis psychologue. Donc pour me présenter rapidement, en termes de formation, j'ai un diplôme de psychologue spécialisé dans le développement et le handicap. Plus spécifiquement le TSA, trouble du spectre de l'autisme, mais aussi on va dire tout type de situation de handicap. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé 6-7 ans en pédopsychiatrie auprès d'enfants, c'est pour certains qui étaient en situation de handicap, et puis sinon d'autres types de problématiques. J'ai travaillé également, pareil, 6 ou 7 ans, au centre de ressources autisme. Donc là, principalement avec des adultes. Et puis, depuis 3 ans, je suis installée en libéral uniquement. Et dans ce cadre-là, je vois voilà, des personnes en situation de handicap et puis aussi d'autres types de problématiques, puisque j'ai à la fois une formation en lien avec le handicap et aussi une formation en thérapie cognitive et comportementale et en neuropsychologie. Voilà, la question du handicap et de la fratrie, moi j'ai commencé en tout cas à m'y intéresser dès le début de ma pratique, parce qu'effectivement, travaillant auprès d'enfants avec TSA, il y a effectivement cette problématique est vite survenue, parce qu'effectivement, pour certains enfants, on va dire la sévérité, on va dire, du TSA peut entraîner de grandes difficultés ou parfois on va dire des incompréhensions au niveau de la famille, de la fratrie. Donc dans ce cadre-là, moi j'ai des ateliers pour justement les fratries, pour que les enfants puissent échanger, puissent partager, puissent apprendre aussi ce que c'est que le TSA. J'ai essayé aussi de le mettre un petit peu en place en libéral, ce qui est moins évident qu'en institution. Et puis aussi dans le cadre du centre de ressources autisme, j'ai animé plusieurs sessions de formation pour les aidants familiaux. Donc principalement des parents, mais aussi également des frères et sœurs. Donc j'ai un support à vous diffuser en même temps que je parle. Alors, je vous avoue franchement que c'est c'est assez particulier de parler devant un écran noir, donc je vais essayer de rester naturelle. Hop. Donc en fait, j'ai prévu quelques slides, hein, pour un peu, on va dire, vous présenter cette problématique-là. L'idée aussi, c'est qu'après on puisse, en discuter et échanger, sur ce sujet-là. Moi, ce que je retiens, parce que depuis, voilà, quelques jours, je creuse un peu plus la question pour faire une présentation, digne de ce nom. Ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même, assez, peu d'informations, assez peu d'articles, assez peu d'ouvrages sur la question de la fratrie et du handicap. Il y a beaucoup de choses qui existent au niveau
on va dire pour les parents, mais il y a assez peu de choses qui existent pour la fratrie. Je vais juste essayer, je ne sais pas si c'est possible que je puisse au moins voir mon image. Ça serait plus facile, mais je ne sais pas comment je peux faire. Ah, non, ça ne veut pas. Excusez-moi. C'est ce que j'ai fait. Là, je n'ai plus. Ok. Est-ce que c'est... Non, ça ne marche pas. Alors, attendez. Parce que du coup, je n'arrive plus à voir l'image. Bon, très bien. Bon, j'ai pas de retour sur mon image, hein. Du coup, je vais faire comme ça. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez des questions en lien de compréhension par rapport à ce que je vais présenter, vous pouvez, tout à fait m'interrompre, pour poser des questions, si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Après, je préfère à la limite qu'on puisse, dérouler mon exposé et puis qu'après on puisse échanger, sur le sujet. Sauf si vraiment, voilà, vous avez des questions, précises de compréhension sur une des notions que je vais aborder. Pour commencer, moi j'avais envie de parler, de la fratrie d'une manière générale. Avant de parler, du lien avec le handicap. Hem, Déjà dans un premier temps, le si on peut présenter la fratrie, on peut dire que le lien fraternel, c'est-à-dire le lien entre les frères et sœurs, est, très marqué par la culture et les valeurs familiales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle de fratrie universel. Il n'y a pas, la place de chacun dans la fratrie, n'est pas une place qui va dépendre de, la culture de chacun et des valeurs, de la famille. Ce lien fraternel aussi, et ça c'est important, c'est un lien qui n'est ni choisi ni engendré, évidemment. Et ça c'est important parce qu'effectivement c'est une relation qu'on a toute sa vie avec, son frère ou sa sœur. C'est une des relations les plus longues d'ailleurs, parce qu'effectivement pour certains, dès notre naissance jusqu'à la fin, c'est une relation qui est d'une grande durabilité et qui n'est pas, effectivement choisie. C'est une relation aussi qui est indépendante de la relation aux parents. Alors pendant, de nombreuses années, effectivement, la fratrie a été, étudiée, sous le prisme de la relation parent-enfant. Aujourd'hui, on va dire que les choses ont changé et qu'on considère que la relation entre frères et sœurs peut être indépendante de la relation que chaque enfant a avec son parent. C'est aussi en lien avec la modification des familles, le fait d'avoir par exemple des familles recomposées, le fait d'être frères et sœurs et de ne pas forcément avoir les mêmes parents, crée une indépendance de la relation entre les frères et sœurs, donc du coup indépendamment de la relation avec le parent. Dans la fratrie, c'est une relation de grande intimité et du coup une intimité, toujours pareil, qui n'est pas toujours choisie. Les frères et sœurs habitent dans la même maison, jusqu'à un certain âge évidemment. Parfois partagent la même chambre, mmh, que soit parce qu'ils le souhaitent ou parce qu'ils n'ont pas le choix. En tout cas, c'est, une relation qui va être, pendant de nombreuses années, une relation d'intimité et de proximité importante. La fratrie aussi est constituée, c'est un groupe d'égaux. Donc les enfants sont égaux face à leurs parents. Mais c'est aussi un groupe qui est hiérarchisé par l'âge, donc l'aîné, le cadet, voilà. Puis plus s'il y a d'autres enfants. La fratrie, c'est également un terrain d'expériences affectives, comme l'attachement, la rivalité, la jalousie, l'amitié, mais aussi des expériences cognitives, c'est-à-dire observer que l'autre peut avoir des pensées et des façons de voir les choses différentes, que moi, et puis une expérience sociale, évidemment. Donc ça, c'est la base de ce qu'est la fratrie d'une manière générale.
Je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais en tout cas, connaissent ce petit film qui s'appelle Mon petit frère de la lune. Alors on le trouve facilement sur internet, hein. OK. Alors du coup, que se passe-t-il lorsque dans une famille, un membre de la fratrie est en situation de handicap? Tout à l'heure, j'ai parlé de la fratrie, d'une manière générale, donc je voulais revenir sur certains points, notamment le fait que les liens fraternels, permettent à l'enfant, une construction de son identité dans ses relations sociales, affectives et ce de manière plus ou moins importante, suivant les relations, familiales. Ça permet, d'expérimenter les rapports avec ses pairs, d'être confronté à des idées différentes de soi et des sentiments d'agressivité, des vécus de rivalité, mais aussi des idées, des sentiments d'affection, d'attachement, de solidarité, de protection et d'apprentissage du partage. La relation fraternelle va permettre, à l'enfant de s'ouvrir vers l'autre, vers aussi la découverte de l'autre, mais aussi la complicité. À la fois dans ce qu'il a de semblable avec son frère ou sa sœur, mais aussi, ce qu'il a de différent. Heu, Évidemment, quand on lit tout ça, qu'on voit tout ça, on se rend bien compte qu'effectivement, dans le cas d'une famille ou d'une fratrie, un enfant est en situation de handicap, ça crée évidemment, des remous. Des remous, à la fois au niveau affectif, mais aussi des questionnements sur, le présent, mais aussi des questionnements sur l'avenir. Mais ça permet aussi, hem, une, on va dire une nouvelle richesse dans les relations fraternelles. C'est quelque chose, heu, qui, apporte aussi. Évidemment, l'enfant dans la fratrie, il va avoir des préoccupations qui vont être, les mêmes, que celles que peuvent avoir les parents. Donc des préoccupations qui vont être partagées avec le reste de la famille, qui peuvent être en lien avec, l'isolement, le lien social, mais aussi, vis-à-vis de la nécessité de connaître, de s'informer, d'apprendre et également des sentiments, on va dire de plus ambivalents ou plus négatifs, qui sont la culpabilité, l'anxiété face à l'avenir et le sentiment de responsabilité. Ça, ce sont des préoccupations qui sont partagées généralement avec les parents, avec l'ensemble de la famille. Mais le frère et la sœur, d'un enfant en situation de handicap peut également avoir des préoccupations qui lui sont propres, propres à son statut de frère ou de sœur. Là, je vous ai mis quelques exemples, hein, ce sont que des exemples, mais ça peut être le ressentiment, le fait d'en vouloir à son frère ou à sa sœur, d'en vouloir à ses parents, d'en vouloir au monde d'une manière générale. Une ambivalence aussi des sentiments qui vont alterner entre, l'amour qu'on a pour son frère ou sa sœur, mais aussi parfois des sentiments plus négatifs. Des préoccupations aussi qui sont liées, au cercle social dans lequel, évolue l'enfant. Donc globalement avec ses pairs. Donc à l'école, mais aussi, après dans la vie sociale en tant qu'adulte. Heu, le fait d'avoir un frère ou une sœur en situation de handicap, peut générer, dans certains cas, des difficultés avec les pairs. Ça peut aussi entraîner un sentiment de honte et puis j'ai noté aussi la pression de performance. C'est-à-dire que l'enfant, qui n'est pas en situation de handicap peut se retrouver dans une, anxiété ou une pression, de performance, de bien réussir, de ne pas, se faire remarquer, de correspondre à l'image, en tout cas à ce qu'il pense, de ce qu'on peut attendre de lui.
Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre des préoccupations, que ça peut entraîner, mais il y a aussi évidemment le fait d'être dans une fratrie, comme je l'ai noté, extraordinaire. C'est aussi, avoir l'occasion avoir de multiples occasions d'apprentissage. Des apprentissages qu'on ne ferait pas dans une fratrie plus ordinaire. Et aussi d'avoir une expérience, fraternelle particulière. Donc ça, c'est des choses que je développerai après. Je vous ai noté un témoignage qui, vient de l'ouvrage de Clément Moutier, qui a écrit, Ma sœur s'être fait carabosser. C'est un témoignage, de vécu de frère avec, pour lui en tout cas sa sœur qui est une jeune femme maintenant, adoptée et qui a eu une trisomie 21. Donc je vous le lis rapidement, mais je trouve que ces 2 témoignages qui sont pas au même moment, hein, dans le parcours, hein, sont assez intéressants parce qu'ils montrent bien toute l'ambivalence à laquelle peuvent être, confrontés les frères et sœurs, d'enfants en situation de handicap. Donc le 1er, je vous le lis. Un petit frère ou une petite sœur, ça ne me réjouissait qu'à moitié, mais j'avais repris espoir quand papa et maman m'avaient annoncé qu'on allait adopter une petite sœur trisomique. J'aurais une petite sœur, mais une pas comme tout le monde n'en a pas. Les copains allaient être fous. Je la leur prêterais contre des calots ou mon tour dans les cages au foot à la récré. Mais la psy avait cassé la magie. Elle avait prononcé le mot qui allait bouleverser mon monde. Maladie. La trisomie, c'est comme une maladie. Ah bon? Donc dans ce petit témoignage, on voit bien tout l'entrain de l'enfant d'avoir, une petite sœur déjà et puis une petite sœur, particulière et puis les propos en tout cas qui relatent de la psychologue qui ont plutôt tendance à le plomber et puis à créer de l'incompréhension. Deuxième témoignage que je trouvais assez rigolo. J'étais dans le même piège qu'elle, donc là il parle de la scolarité. J'étais dans le même piège qu'elle, je devais prendre parti, la défendre ou me défendre, choisir mon camp. Le handicap a une force insoupçonnée, il permet de trier les cons. Donc là, on voit bien effectivement qu'on est dans une deuxième phase où, du coup, lui, est dans une posture de frère qui défend sa petite sœur et ce petit pic sur le fait qu'effectivement, et ben, cette, fratrie extraordinaire, permet aussi, de développer, on va dire, des relations qui vont être, parfois plus honnêtes et plus authentiques. Est-ce que vous voyez toujours? Parce que vous avez disparu de mon champ, Oui, oui, on vous Oui, voit vous m'entendez? toujours. Ah oui, pardon, parce que moi je vois plus que mon écran donc c'est un peu étrange. Hop, je vais me remettre comme avant parce que c'est un peu particulier. Excusez-moi parce que du coup voilà, je préfère être comme ça parce que sinon je vois vraiment plus que mon écran, c'est assez étrange. Donc là je vais vous parler un petit peu des facteurs qui peuvent, influencer les relations, fraternelles dans une fratrie, donc toujours pareil, extraordinaire. Les premiers facteurs qui influencent, ces relations fraternelles sont liés à la fratrie en elle-même, à la composition de la fratrie. Le premier point, c'est la place du frère ou de la sœur par rapport à l'enfant qui est en situation de handicap. Et ça fait une grande différence parce qu'effectivement, il n'y a pas on va dire une position qui va être plus favorable qu'une autre, mais c'est les 2 positions entraînent des choses un peu différentes. Par exemple, si l'aîné, est celui qui, on va dire n'a pas on va dire sur 2 enfants, si l'aîné est celui qui n'a pas de handicap, il a, grandi en tout cas les, premières années de sa vie avec un schéma familial particulier, mais comme tous les enfants, hein. C'est-à-dire, imaginons d'enfants uniques par exemple
avec des repères, qui sont liés à sa famille, aux valeurs de sa famille, à sa culture. Et quand effectivement, il grandit et qu'il arrive ce petit frère ou cette petite sœur qui est en situation de handicap, ce grand frère ou cette grande sœur ou ces grands frères ou ces grandes sœurs vont devoir, mmh, comment dire? Vont voir leur famille déjà se réorganiser et vont être spectateurs aussi de tout le travail d'acceptation de leurs parents. Ils vont, assister de manière plus ou moins active, à, l'annonce du handicap, au travail qui est l'accompagnement, de suite à cette annonce-là et puis parfois, ils peuvent être un petit peu délaissés dans cette configuration-là. En tout cas, tout leur monde, le monde qui se sont construits autour, dans leur environnement familial va être bouleversé. Comme pour tout enfant, parce que tout enfant qui a un petit frère ou une petite sœur, voit son monde, bouleversé. Mais pas tout à fait de la même manière, c'est-à-dire de manière un peu plus durable. C'est-à-dire qu'effectivement, si ce bouleversement va pas durer que quelques mois, mais peut durer, plus de temps. Donc et inversement, quand c'est l'inverse, que c'est un un enfant qui, alors attendez que je me mélange pas. Quand, alors là, j'ai vu quand c'était l'aîné qui était, le premier enfant sans handicap, quand c'est le premier qui est en situation de handicap, le deuxième ou le troisième ou le quatrième, lui va arriver déjà dans un environnement qui est déjà, on va dire organisé autour de cette configuration-là et il va devoir faire sa place d'enfant et sa place de frère et sœur dans cette organisation-là. Et puis comme c'est un enfant et que, les jeunes enfants n'ont pas encore, la capacité à attribuer des pensées, aux autres différentes des leurs, attribuer des émotions, aux autres différentes des leurs et parfois ça peut amener on va dire des complications parce qu'ils ne vont pas toujours, pouvoir, s'adapter comme un grand frère ou une grande sœur pourrait le faire. Ils vont réagir avec spontanéité et ne pas pouvoir toujours, adopter le comportement qui pourrait être attendu en fonction du handicap, du frère ou de la sœur. Un autre facteur qui est important, c'est la différence, évidemment la différence d'âge. Parce que, c'est différent d'être proche en âge dans une fratrie ou alors d'avoir plusieurs, années d'écart. Heu, Ne serait-ce qu'en termes on va dire de modeling. Alors le modeling, c'est, le fait de s'inspirer de ses pairs et de reproduire le comportement de ses pairs. Donc, là, en l'occurrence du frère ou de la sœur. Évidemment, plus les enfants ont un âge, proche, plus ce principe de modeling est actif et efficace et quand effectivement un des 2 enfants, hem, est en situation de handicap, ça peut bouleverser cette notion-là. Une différence aussi de la même manière par rapport au sexe des enfants, si ce sont 2 filles, 2 garçons ou une fille et un garçon, ça peut amener des choses différentes. Toujours pareil par rapport à cette notion d'apprentissage par les pairs. On apprend des comportements sociaux, en observant et en imitant, nos pairs. Donc dans nos pairs, il y a aussi nos frères et sœurs une petite fille ou un petit garçon va davantage, apprendre de comportements sociaux, en observant un père du même sexe. De la même manière, dans la fratrie, la taille de la fratrie compte. Si c'est une fratrie de 2 enfants ou une fratrie de 5 enfants, évidemment, c'est différent parce que quand il y a plusieurs enfants qui ne sont pas en situation de handicap,
il y a aussi on va dire un soutien qui peut apparaître entre les enfants pour, aider, l'enfant qui va être, en situation de handicap. Tandis que quand on est seul, du coup toute la «responsabilité» entre guillemets de frères et sœurs incombe à un seul enfant. D'autres facteurs qui sont aussi très importants, c'est les facteurs qui sont liés au handicap, même. Heu, donc évidemment la sévérité du handicap et là alors, et puis éventuellement des comportements qui sont associés au handicap ou, les besoins, de la personne, qui est dans cette situation-là. Donc évidemment, ça va influencer parce que ça influence, dans la dynamique, familiale, à l'instant T, mais ça a aussi des répercussions dans l'avenir et dans les projections. Plus un enfant est dépendant ou plus un enfant est en difficulté pour X raisons, plus évidemment, ça peut créer des projections pour les frères et sœurs ou comme pour les parents, hein, hem, plus anxiogènes pour l'avenir. Donc dans la sévérité, bon, je l'ai mis un peu à part parce que ça c'est un facteur qui est quand même important, c'est le niveau intellectuel et les capacités d'adaptation de la personne qui, vont aussi influencer sur la dynamique de fratrie, mais également de famille. Et puis les perspectives, d'évolution, des perspectives de vie de la personne. Le pronostic aussi, de l'évolution, du handicap ou de la maladie de l'enfant. Troisième type de facteur qui influence, les relations fraternelles, ce sont tous les facteurs qui sont liés au vécu des parents et au contexte familial et social dans lequel se trouvent, les parents et la fratrie. Le propre vécu du ou des parents vis-à-vis de la situation de handicap de l'enfant, on le verra plus tard, influence bien évidemment, le vécu des enfants. L'image aussi du handicap, dans le cercle familial, social, c'est-à-dire que comment, ce handicap, là est perçu à la fois par la famille proche, mais aussi la famille plus élargie, mais aussi, la vie sociale le cercle social dans lequel évolue, la famille. Et évidemment, quand le contexte est favorable, c'est-à-dire que le handicap est bien accepté par la famille, par le cercle social et l'environnement social de la personne, c'est bien plus facile pour les, enfants et pour les frères et sœurs, de lier, on va dire, et de voir développer des relations fraternelles au sein de leur famille. Les mots aussi qui sont prononcés pour parler du handicap, comment on en parle de ce handicap-là en famille? Quels mots on utilise? Est-ce qu'on nomme le handicap? Est-ce qu'on s'autorise à dire les choses? Est-ce qu'on se sent libre de parler de ce handicap-là? Est-ce qu'on sait déjà aussi quel est le handicap, du frère ou de la sœur? Moi, je vois que dans ma pratique où je vois beaucoup, on va dire aujourd'hui d'adultes, qui viennent plus pour des problématiques de TSA sans on va dire avec des personnes qui ont pas de déficience intellectuelle, qui on va dire vont vers un diagnostic assez tardif. Souvent quand on questionne les familles ou l'environnement, on se rend compte que, tous décrivent parce que moi je questionne, hein, s'il y a des antécédents, des choses qu'on retrouve dans la famille et on retrouve toujours systématiquement, assez fréquemment, on va dire, l'oncle bizarre ou qui avait des difficultés ou le cousin, un peu particulier. Mais au final, quand on questionne, on se rend compte que, ces personnes qui font partie du cercle familial assez rapproché n'ont jamais su.
vraiment. Alors, soit parce que le diagnostic n'est pas diagnostic de posé, ou savait que la personne était dans une institution, mais sans savoir vraiment pourquoi et qu'est-ce que cette personne-là avait. Comme s'il y avait une espèce de tabou autour de ce handicap-là. Et c'est assez fréquent. Alors ça l'est beaucoup moins maintenant avec, on va dire les parents d'enfants jeunes, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Heu, on va dire une absence de mots mis autour du handicap de la personne. D'autres facteurs, au-delà de l'image du handicap, des mots qui sont utilisés, de la liberté de communication autour du handicap, heu, un des facteurs aussi qui est important, c'est le soutien. Le soutien familial, heu, les réseaux, c'est-à-dire dans les voisins, les amis, le cercle social, mais aussi les soutiens plus institutionnalisés, comme les services d'accompagnement à domicile ou les services, d'accompagnement, on va dire, à la vie sociale par exemple, ou les institutions et les associations de parents. Évidemment, moins la famille est isolée, plus la famille a un réseau autour d'elle qui est actif et qui est mobilisable, mieux seront les relations, dans la fratrie. Alors, des points de vigilance quand même, qu'on peut identifier par rapport à cette question, du handicap dans une fratrie, extraordinaire. Le premier point de vigilance, c'est le fait d'occuper, quand on est frère ou sœur d'une personne en situation de handicap, c'est d'occuper une place qui n'est pas la sienne. Alors, j'ai noté 2 choses, hein, 2 concepts qui sont assez proches, qui sont la parentalisation et la parentification, qui sont un petit peu différents quand même. Dans la parentalisation, pardon, l'enfant est l'assistant du parent pour les besoins matériels, logistiques. Il a un rôle de protecteur, qui est assez important, mais malgré tout, il, reste un enfant aux yeux des parents. C'est-à-dire qu'il reste dans sa place d'enfant et ses besoins en tant qu'enfant ne sont pas, négligés. Un autre aspect qui est la parentification, c'est l'enfant qui, par contre, va assurer un rôle parental davantage, marqué autour de la sphère, émotionnelle et affective et souvent au détriment de sa propre vie d'enfant. C'est pas forcément nécessaire, là, ce que je suis en train de vous présenter, on le retrouve pas forcément que, dans les situations de famille où il y a un enfant, en situation de handicap, mais ça peut être aussi, par exemple, un parent qui, présente, je sais pas moi, une dépression, un problème d'alcool, des troubles psychiques, où effectivement l'enfant va prendre un rôle qui n'est pas le sien. Mais on peut retrouver ça aussi dans les fratries, d'enfants quand il y a un enfant en situation de handicap. Donc ce premier point, donc le fait d'occuper une place qui n'est pas la sienne. Le deuxième point, ça va être l'impact, on va dire, négatif du handicap sur les relations, familiales. Donc par exemple, ce sont des exemples, hein, mais la focalisation sur le handicap, un surinvestissement des parents, par rapport à la situation de handicap d'un de leurs enfants au détriment, des autres enfants. Le sentiment d'injustice grandissant et le déséquilibre qui va s'opérer dans la fratrie. Le fait de restreindre son cercle social, c'est-à-dire que le cercle social va se restreindre progressivement pour finir juste finalement au noyau familial, avec plus de sorties extérieures et plus de on va dire, plus de personnes de l'extérieur, pouvant, entrer dans l'environnement social. Ça, effectivement, moi, de mon expérience, c'est souvent le cas, lorsque, dans les familles où il y a un enfant en situation de handicap qui présente des difficultés ou des comportements problèmes.
donc de l'auto-agressivité, de l'hétéro-agressivité ou des comportements sociaux très inadaptés qui, du coup, par protection, effectivement, ben, les sorties vont être de moins en moins nombreuses, on invite de moins en moins chez soi et le noyau, l'environnement familial se restreint au noyau parents-enfants. Et un dernier aspect, c'est l'effet que peut avoir le handicap sur les différentes générations et notamment les grands-parents. Parce que voilà, on a parlé des parents, des fratries, mais il y a aussi les grands-parents qui sont aussi une ressource importante et quand ces grands-parents-là sont eux-mêmes en souffrance par rapport à la situation heu, particulière de la famille, bah, du coup, c'est un point, on va dire, de vigilance aussi. Je vous ai mis un petit schéma que j'ai trouvé sur le site de Participate, qui est un site belge, qui est très bien fait, alors qui est spécifique au TSA, mais qu'on peut généraliser, bien évidemment. Hem, qui présente, voilà, on va dire les 2 pôles, qu'on peut retrouver, dans le cas d'une fratrie, donc qui vont de 2 on va dire 2 extrêmes. Alors ils ont mis d'un côté, le côté gauche, l'envahissement et le côté droit, la résilience. Alors la résilience, c'est l'aptitude, qu'on a à faire face aux situations difficiles, à faire face aux situations de stress, à s'adapter, à vivre et à se développer malgré des circonstances défavorables. Donc ça, c'est ça la résilience. Et donc évidemment, lorsque, une famille, on va dire, est touchée par par le par, par le handicap ou par, la maladie, on peut, bah, évidemment toute cette notion de résilience, elle est très importante. On a du coup, d'un côté, la résilience, donc c'est la rééquilibration, dans la fratrie positive, donc avec une présence fréquente et intense, d'autonomie, donc l'autonomie, la maturité, la bienveillance, l'art de négocier, de faire valoir ses besoins, ses droits, de partager son plaisir. Ça, c'est le côté, on va dire résilience. De l'autre côté, c'est là où on doit se préoccuper des enfants qui sont dans cet extrême-là, heu et où c'est des enfants qui vont avoir ou des adultes, hein, qui vont avoir besoin, parce que je dis toujours enfants, mais évidemment c'est valable aussi pour les adultes, qui vont avoir, peut-être besoin, de consulter pour eux-mêmes ou en tout cas d'avoir un soutien. C'est lorsqu'on a la présence, de manière fréquente et toujours pareil intense, de sentiments d'injustice, des ruminations, des ressassements, négatifs, ou alors, une façon d'attirer l'attention sur soi de manière négative. Donc typiquement, c'est l'enfant qui va, heu, faire des bêtises ou ne plus travailler à l'école ou, développer des problèmes de comportement pour, qu'on s'intéresse à lui ou pour attirer l'attention. Ou un enfant qui va, on va dire, imiter son frère ou sa sœur sur des comportements dont il sait que ça va faire réagir les parents ou réagir l'environnement. Mais ça peut être aussi un besoin extrême de conformisme où, l'enfant devient un enfant modèle sans aucune, difficulté et qui va traverser comme ça toute son enfance sans jamais faire parler de lui parce qu'il est dans une recherche de conformisme absolu. Et puis il y a d'autres choses, la culpabilité, évidemment toutes les émotions, négatives quand elles deviennent extrêmes et surtout très fréquentes. Et donc l'intermédiaire, bah, c'est, tout ce qui est effectivement tout ce que j'ai pu dire, la parentification, la volonté d'améliorer son image, le sentiment d'être délaissé, les rêves, les confrontations à l'impuissance, des expériences d'angoisse qui vont être des intermédiaires entre les 2.
Donc évidemment, l'idée, c'est, c'est d'accompagner les frères, les frères et sœurs, et d'accompagner la fratrie, vers plutôt de la résilience plutôt que, de l'envahissement. Alors, une fois qu'on a dit tout ça et puis, après je pense que ça sera, l'occasion d'en discuter, j'ai noté en tout cas des suggestions ou des conseils, des choses qui peuvent être, hem mises en place ou développées pour, justement accompagner cette, fratrie extraordinaire. Le premier des points, c'est évidemment la communication. Communiquer et communiquer avec l'extérieur, mais communiquer aussi entre soi et communiquer à un niveau de compréhension, heu, on va dire, au niveau de compréhension de tous. Que tout le monde puisse avoir accès à cette compréhension, de la situation familiale particulière et de la situation de handicap d'un ou plusieurs, parce que parfois c'est plusieurs enfants. En tant qu'adulte, par exemple, c'est déjà reconnaître, qu'on a soi-même des émotions ambivalentes et ne pas les taire, ne pas les enfouir. Parce que c'est tout à fait normal quand on est dans une de toute façon, d'une manière générale, dans toute situation, quand on a des enfants, on a des émotions ambivalentes et c'est d'autant plus vrai quand on a un enfant en situation de handicap. Plus on va accepter nos propres émotions et l'ambivalence de ces émotions-là, plus ce sera facile pour les frères et sœurs de s'autoriser à passer par la même gamme d'émotions. Communiquer aussi, c'est éviter les non-dits. Parce que, effectivement, les non-dits laissent place à l'interprétation. L'enfant à qui on ne dit pas pour, le protéger par exemple ou pour le préserver ou parce qu'on part du principe qu'il ne peut pas comprendre, heu, ben, du coup va interpréter. L'adulte à qui on ne dit pas va faire la même chose, comme un enfant, comme les enfants. Je prends l'exemple d'une situation, récente où, c'est des parents qui ont, fait le choix d'acheter un appartement pour, leur fille qui est en situation, de handicap, mais qui vit, voilà, de manière, autonome et qui a son propre appartement. Donc ils ont fait ce choix-là et ils ont fait aussi le choix en parallèle de ne pas informer ou en tout cas de ne pas dire aux 2 sœurs de cette personne-là, en tout cas dans un premier temps, qu'ils avaient fait ce choix-là. Évidemment, bah, du coup, ça a eu des conséquences, notamment, enfin bon, notariales et ainsi de suite. Donc les sœurs ont fini par le savoir, mais du coup, le fait que ce ne soit pas quelque chose qui était, discuté, expliqué aux sœurs en question a créé, sur un climat déjà de fratrie qui était, pas évident, créé évidemment tout ce qu'on peut imaginer, de la jalousie, un sentiment d'injustice et heu et du coup des conflits. Donc communiquer, éviter les non-dits, éviter aussi, les mystères, c'est-à-dire il faut parler de l'avenir, dire les choses telles qu'elles sont. Évidemment, en fonction de l'âge des enfants et du niveau de compréhension des enfants, il ne s'agit pas dès le début un enfant de 6 ans, de lui faire le tableau de la vie entière de ce que sera sa vie dans sa fratrie, mais c'est en fonction des étapes par lesquelles l'enfant va passer, de mettre des mots et de ne pas maintenir un mystère autour de l'avenir, et de l'implication de la fratrie par rapport à l'avenir. Identifier les situations de stress pour les frères et sœurs. Donc, maintenir la communication, explorer des solutions possibles, parce que parfois effectivement, bah, c'est des solutions, ça peut être, pour un frère ou pour une sœur d'avoir un espace de parole à lui, dans lequel il puisse, aborder des choses qui le perturbent. Heu, Être reconnaissant de la contribution spéciale des frères et sœurs, parce qu'effectivement, bah, être frère ou sœur d'un enfant en situation de handicap, ça implique d'autres choses qu'être frère ou sœur, tout court et donc il faut aussi savoir reconnaître
la contribution des frères et sœurs et pouvoir la nommer. S'informer, communiquer, avoir des informations pertinentes sur le handicap, en tenant compte évidemment du degré de compréhension, mais on développe beaucoup de choses voilà, pour notamment l'information, ce qu'on appelle un peu l'éducation thérapeutique ou la psychoéducation, par rapport aux parents et ça, c'est très bien, mais c'est tout aussi bien de le faire pour les frères et sœurs et à un niveau évidemment de compréhension, qui soit accessible, un niveau de on va dire de détails et d'informations qui soient accessibles, à tous. Dans la communication, j'ai noté aussi de oser la transparence, apprendre aux enfants à parler du handicap, parce que les enfants, ils ont l'expérience singulière de leur frère ou de leur sœur en situation de handicap, mais parfois ils savent pas en parler. Ils savent pas dire et ils savent pas expliquer aux petits copains, répondre aux questions et du coup, ça peut créer un sentiment, de frustration, de décalage, de gêne par rapport au handicap parce qu'ils ne savent pas en parler. Donc apprendre aux enfants à en parler, apprendre à dire à leurs amis, à répondre aux questions de leurs amis. Mais pour ça, déjà, il faut que toute la famille ait une bonne, connaissance du handicap de l'enfant ou de la personne en question. Et du coup, effectivement, bah, accueillir les émotions négatives, la souffrance de chaque enfant, de de l'enfant en situation de handicap comme de l'enfant qui ne l'est pas. Et une dernière chose, apprendre aux enfants à jouer et à communiquer avec leurs frères ou leurs sœurs. Alors je sais qu'il existe des choses, moi j'ai des références de petits, guides ou le livrets qui sont faits, pour, les enfants, qui ont un TSA, où il y a des petits guides pour apprendre aux enfants à jouer avec leurs frères ou avec leurs sœurs, autistes. Je n'ai pas trouvé, par rapport à d'autres situations de handicap, mais c'est possible que ça existe aussi. En tout cas, moi, en bibliographie, je vous mettrai quand même ce document-là, parce que même si c'est pas forcément, c'est pas forcément la situation de handicap de vos enfants, c'est toujours intéressant, de voir comment ces petits fascicules sont présentés pour, pour éventuellement s'en inspirer ou, heu, ou, heu, ou le transmettre aux professionnels qui pourraient, eux, s'en inspirer. Un autre point, donc après la communication, c'est la mise en place, de règles relationnelles afin d'éviter les conflits au sein d'une fratrie. Dans un premier temps, c'est apprécier effectivement le caractère unique de chaque enfant, les forces de chacun et ne pas hésiter à mettre en avant les points forts de chaque enfant et ne pas, par exemple, ne pas parler des points forts de l'enfant qui n'a pas de handicap en se disant que ça serait gênant pour celui qui est en situation de handicap. Il faut que tous les enfants puissent être valorisés de la même manière, de manière équitable et donc on verra plus tard ce que c'est que l'équité par rapport à l'égalité, de manière équitable par leurs parents. Évidemment, un enfant qui est en situation de handicap va pas, avoir les mêmes encouragements, on va dire les mêmes valorisations qu'un enfant qui n'est pas en situation de handicap parce que lui, tout est des fois plus compliqué pour lui, donc c'est aussi normal qu'il soit plus encouragé, plus valorisé. Mais il ne faut pas non plus laisser, de côté les enfants qui, eux, n'ont pas de handicap, mais qui ont aussi besoin pour se développer d'être valorisés et d'être, renforcés. Accepter aussi qu'on ait un modèle, en tant que parent, ou en tant que, on va dire, famille, ou parents, que ce soit les parents ou, oncles, tantes, grand-père, grand-mère, ou, frères ou sœurs quand il y a une grande différence d'âge, on est un modèle important. Les frères et sœurs vont copier, vont apprendre du comportement de leurs parents ou de leur environnement proche et du coup, en ça, les parents sont un modèle
où les grands frères, grandes sœurs peuvent être un modèle pour les petits frères ou petites sœurs quand c'est une grande fratrie. Toujours évaluer la responsabilité des frères et sœurs en ce qui concerne les soins particuliers et éventuellement les diminuer. Il faut aussi se représenter qu'effectivement, ben, dans une famille d'enfants, on va dire jeunes, heu, il est, normal évidemment de demander davantage à l'enfant qui n'a pas de handicap qu'à l'enfant qui est en situation de handicap. Heu, mais il faut toujours être attentif à la responsabilité qu'on va faire porter à l'enfant qui n'est pas en situation de handicap. Parce que cette responsabilité, il va grandir avec et il va devenir un adulte, un jour, qui va, porter toujours cette responsabilité et heu et dans les cas extrêmes, ce qu'on a vu un peu précédemment, cette responsabilité, ce sentiment d'être responsable de son frère ou sa sœur et de devoir, heu, toujours être là, va empêcher l'enfant de construire sa propre vie et de tracer sa propre route. Dans la mise en place de ces règles relationnelles, évidemment, on peut aussi, considérer que, ben, il faut rééquilibrer. Rééquilibrer, prévoir du temps pour chacun. L'enfant qui est en situation de handicap, bah, demande une attention privilégiée et ça, c'est un fait et c'est normal. Mais les autres enfants ont aussi besoin de ce temps-là. Sûrement de manière moins importante, mais ont besoin de temps privilégié avec leurs parents. Et enfin, éviter de demander aux frères et sœurs d'avoir un comportement différent de celui qu'on pourrait attendre d'un enfant du même âge. Les enfants sont des enfants et ils ont des comportements qui sont propres à leur âge, réel et même si effectivement ces comportements peuvent être parfois, dérangeants quand on est dans une situation de fratrie ou un des enfants en situation de handicap, il n'en reste pas moins que ce sont des comportements, normaux et qui sont nécessaires dans le développement de l'enfant. Je pense par exemple au fait de se disputer, au comportement de rivalité. Tout ça, ce sont des comportements normaux, et qui font partie du développement, du développement de l'enfant, dans sa fratrie. Je vous ai mis une petite photo que peut-être vous connaissez déjà, mais qui, je trouve assez qu'on peut même utiliser avec les enfants pour représenter la différence entre l'équité et l'égalité. Heu, donc l'égalité dans ce dessin-là serait, le fait d'avoir, 2 plots chacun et de ne pas avoir la même vue. Et l'équité, c'est le fait d'avoir le nombre de plots dont on a besoin pour avoir la même vue. Donc on voit, voilà, différents types de personnages et on voit bien effectivement, en fonction des besoins de la personne et ben, on va lui amener plus ou moins d'aide pour que le traitement soit équitable. Et ça, les enfants, que ce soit dans une fratrie, ordinaire ou extraordinaire, comprennent bien cette notion de justement de plot et d'équité lorsqu'elle est représentée comme ça. Surtout quand on met le versus égalité où on met, tous les mêmes personnages sur 2 plots. Enfin, mmh, dernière suggestion par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est le fait de chercher du soutien. Donc le soutien, c'est déjà utiliser, tous les services dont on peut avoir, qu'on a à notre portée. Alors c'est pas toujours, évident parce qu'effectivement, ça dépend du milieu, dans l'environnement dans lequel on vit, de là où on habite. Le soutien et l'environnement, n'est pas forcément le même. En tout cas, chercher ce soutien-là autour de soi. Donc ça peut être dans les services de répit, les services de soutien, heu, mais aussi ça peut être dans le répit dans le milieu du handicap, mais c'est aussi dans les services de droit commun comme le centre aéré, le fait de prendre, du babysitting, des choses comme ça. Pour, pouvoir refaire le plein d'énergie, passer du temps avec les autres enfants et aussi permettre à la fratrie, d'avoir aussi du temps,
hors de tous ensemble. Avoir recours aux professionnels si besoin. Donc pour soi, en tant que quel que soit le membre de la famille, qu'on soit parents ou frères ou sœurs, heu, on peut avoir recours pour soi à un professionnel. Encourager la participation à un groupe de soutien pour la fratrie. Donc, ce sont des groupes qui se développent, progressivement. Malheureusement, enfin, selon moi, il y en a pas encore suffisamment, notamment dans toutes les institutions. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, et la prise en compte des frères et sœurs est de plus en plus, présente, au niveau des structures médico-sociales, par exemple, ou surtout au niveau des structures médico-sociales. Heu et puis ne pas hésiter à demander de l'aide pour améliorer la vie quotidienne de la famille. Donc là, j'ai noté, hein, les troubles du sommeil, le développement de l'autonomie, la communication, la gestion de l'agressivité sont des aspects qui peuvent être travaillés et qui peuvent être, modifiés. Enfin, et on finira là-dessus, et puis je vous propose après qu'on puisse en discuter. Hem, je vous ai remis une balance, hein, entre, l'apport, de la f pour la personne en situation de handicap et l'apport pour la fratrie. Donc on a d'un côté, pour la personne qui est en situation de handicap, être dans une fratrie, c'est avoir du soutien affectif, du soutien moral. C'est aussi avoir, une multitude d'expériences de socialisation et d'apprentissage sociaux, mais aussi d'apprentissage par imitation. Parce qu'effectivement, les enfants apprennent de l'imitation des pairs. Donc les pairs, à l'école, mais c'est aussi, à la maison, les frères et sœurs, et c'est aussi une source de stimulation. C'est-à-dire que les enfants, qui sont, dans un enfant qui est en situation de handicap, quand dans sa fratrie, il est stimulé. Stimulé intellectuellement, stimulé dans son autonomie, stimulé dans sa créativité, dans son jeu. L'apport pour la fratrie, c'est la responsabilité, une plus grande sens de responsabilité, une plus grande autonomie des enfants, qui sont dans une fratrie avec un enfant en situation de handicap. C'est aussi des compétences que les autres enfants n'ont pas. C'est-à-dire que l'enfant, va acquérir, des compétences pour, prendre soin d'eux, ou pour accompagner, ou pour, parfois des compétences très techniques, hein, par rapport au frère ou à la sœur. Une ouverture à la différence, heu et évidemment, ben, du coup, c'est aussi aller vers des valeurs universelles qui sont le respect, le partage, la bienveillance, la solidarité. C'est une ouverture à toutes ces valeurs-là, et c'est aussi pouvoir, développer sa créativité pour entrer en relation avec son frère et sa sœur, mais aussi pour résoudre des situations, plus complexes, de relations notamment. Et c'est aussi effectivement acquérir une plus grande maturité et une plus grande capacité d'adaptation. Je vous propose, maintenant qu'on puisse, échanger, je puisse répondre un peu aux questions. Peut-être, voilà, enfin, si vous avez des commentaires par rapport à la présentation, que j'ai pu faire, soit des questions ou soit simplement un échange, informel par rapport à ce que j'ai pu développer. Oui, oui, oui. Je vous remercie beaucoup parce que je trouve que c'est très, très complet, que vous avez aussi sorti beaucoup le côté positif, même s'il y a beaucoup de difficultés dans la fratrie. Mmh. Mais je trouve ça vraiment très, très intéressant, et ça laisse, beaucoup d'espoir, parce que c'est vrai que c'est pas simple, et je pense qu'en tant que parent, on développe souvent un grand sentiment de culpabilité, Mmh. qui est pas toujours facile à gérer, quoi. Mmh. Mmh. Voilà, donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres parents, qui ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Allez-y. Oui, si vous permettez, par rapport à ce que vous disiez sur la dernière diapositive, par rapport à l'apport pour la fratrie. Donc moi, mon aîné, il a des difficultés, enfin, il se comporte,
est assez intolérant avec ses camarades à l'école, ce qui est plutôt le contraire. Enfin, c'est par rapport aux premières slides, ça correspondait parce qu'il y a une histoire d'injustice. Il supporte l'injustice, mais par contre, il semble pas du tout bienveillant par rapport aux autres enfants. C'est plutôt complètement contradictoire. Il est suivi par un psychologue, mais on est un peu flambé par ça. Donc, votre aîné qui n'est pas en situation de handicap, hein, on est d'accord? Oui, d'accord. Oui, bah alors, c'est vrai qu'effectivement, ce que vous dites, c'est que finalement, alors je sais pas, est-ce que il a ces mêmes difficultés-là dans le cadre familial ou c'est simplement dans le cadre scolaire? Ça déborde un peu, mais nous, on tolère un peu plus, parce qu'à l'école, c'est quand même plus compliqué d'être intolérant, là. On trouve qu'il y a aussi un côté, vous parliez de l'envahissement, là, mais des fois, j'ai l'impression que c'est presque à se rendre compte qu'il n'est pas en dépression ou en rumination. Là, hier soir, je faisais cette remarque-là, c'est marrant, parce que je me disais que c'était peut-être grave. Du coup, Bah, disons qu'effectivement, quand un enfant, on va dire, va déborder, alors après, effectivement, je connais pas la situation précise de votre enfant, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il a des comportements d'agressivité à l'école avec ses pairs et qu'il n'est pas bienveillant avec les autres, en tout cas. Après, il y a aussi, des enfants qui vont, prendre beaucoup sur eux, qui vont, contenir énormément, c'est-à-dire l'agressivité qu'ils peuvent ressentir, dans le cadre, familial, le sentiment d'injustice, les émotions négatives et du coup qui vont, finalement s'autoriser à faire ressortir tout ça dans un contexte, où, ils vont «protéger» entre guillemets, leurs frères ou leurs sœurs. Donc par exemple, ça peut être dans le cadre scolaire. C'est-à-dire un enfant qui va, dans le cadre scolaire, soit pour une recherche d'attention ou simplement parce qu'effectivement il contient énormément et que dès qu'il sort finalement de ce cadre, familial, il va, laisser exploser finalement cette colère et cette rage parfois, hein, qu'il peut avoir. Donc dans ces cas-là, comme vous dites, hein, c'est-à-dire que c'est important de tout de suite, mettre en place des choses pour éviter que l'enfant il se retrouve, stigmatisé ou lui-même rejeté par les autres parce que là, du coup, c'est la double, c'est un peu la double peine, hein. C'est qu'effectivement, en plus, il va pas réussir à trouver du lien social, à l'extérieur et on va dire et puis de la bienveillance. Donc c'est de tout de suite, effectivement, mettre en place des choses. Vous voyez sur la petite slide que je présentais, il y avait l'extrême à gauche, hein, vous voyez, c'est sur un continuum, c'est-à-dire que c'est pas figé. Mais quand on a effectivement des comportements comme ça de rancœur, d'agressivité, c'est important, de l'entendre et de laisser aussi un espace à l'enfant. Et puis aussi de se dire, évidemment, de se dire aussi qu'on peut aussi développer des comportements problèmes ou des troubles anxieux ou de la dépression ou autre chose, quand on est en situation effectivement de stress, par rapport à une situation familiale donnée. Ouais. Il y a une autre personne qui a levé la main et c'est Madame Kiou, si vous voulez prendre la parole. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair et très complet. Moi, j'avais une petite remarque par rapport à ma situation personnelle où j'ai bien reconnu, en fait, donc moi, c'est mon aîné qui a 6 ans, qui est porteur de handicap, qui est très agressif vis-à-vis de ses petits frères. Et donc, mon cadet a développé une tendance à être, donc, malgré toute la communication qu'on fait par rapport à vos points de vigilance, on communique beaucoup sur la situation de handicap et on est assez transparent en fait vis-à-vis de nous, nos propres émotions. Et donc, mon aîné a une tendance à être quand même assez, très anxieux à l'école et très discret et aussi très discret. Malgré le fait qu'il participe, il participe et il a
il est, comment dire, enfin, je parlais de performance à l'école, mais c'est pas le mot. Mais c'est vrai qu'il a une tendance à être très discret et très anxieux au niveau des comportements. Mmh. Je me demandais comment on pouvait l'aider plus à s'affirmer ou Mmh. enfin, l'aider plus tout court. Oui. Bah, alors, ce que vous dites, ça rejoint un petit peu ce que disait la personne précédente. C'est qu'effectivement, il y a l'enfant dans sa fratrie, donc évidemment, l'enfant dans le contexte, dans l'environnement dans lequel il évolue, impacte forcément son comportement et son attitude, mais il y a aussi l'enfant en tant que tel et peut-être qu'indépendamment, parfois, de la fratrie, il faut pas éviter en tout cas de faire un lien trop abusif par rapport aux difficultés de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant aussi, même s'il a pas un frère et une sœur en situation de handicap, il peut développer un trouble anxieux, il peut avoir une nature introvertie, perfectionniste, ainsi de suite et avoir ses propres difficultés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, parfois, ben, les enfants, au-delà de la situation particulière de la fratrie qui est la leur, ils ont aussi leurs propres, difficultés et leurs propres, particularités aussi, de fonctionnement et quand on sent qu'un enfant est on va dire quand on sent son enfant en souffrance, en difficulté, la première des choses, c'est déjà de l'individualiser et de se poser la question de chez lui, en tant qu'enfant, heu, voilà, quelles sont les difficultés que lui, il peut présenter et puis évidemment après de le remettre dans le contexte de la fratrie. Mais, vous voyez, mon point de vigilance aussi, c'est de pas tout mettre sur le compte de la fratrie. Parce qu'un enfant peut aussi avoir des difficultés indépendantes de tout ça. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais, Oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais, mais mmh, c'est vrai qu'on a moins ce réflexe-là quand, il s'agit du cadet et donc mmh, du coup, il est déjà arrivé dans une organisation, qui tournait autour d'un enfant, en situation de handicap mmh, et donc effectivement, j'ai peut-être plus tendance à mettre beaucoup de choses sur la fratrie. oui. Alors après, je ne connais pas la situation, c'est-à-dire que c'est peut-être, c'est ça voilà, le lien est peut-être évident, mais, toujours se dire qu'effectivement, ben, on faut aussi voir les choses par rapport à l'enfant lui-même. Mmh, Parce qu'en comparaison, évidemment, les difficultés qu'un enfant, anxieux et on va dire réservé, peut-être trop réservé, peut présenter, va être sans commune mesure, par exemple, avec les difficultés que peut avoir un enfant avec, en situation de handicap, imaginons d'autisme ou de polyhandicap, enfin bon, c'est sans comparaison possible. Donc effectivement, parfois, on peut avoir tendance à minimiser l'anxiété de l'enfant qui lui est propre, et la rapporter finalement à l'enfant qui est en situation de handicap, alors que peut-être que cet enfant-là, même dans une famille, plus ordinaire, aurait, eu les mêmes difficultés liées, d'anxiété, par exemple. très bien. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a des phases, comme bon, maintenant, mes enfants, ils sont âgés, enfin, ils ont 30 ans et 37 ans, Mmh, et donc, au milieu, il y avait leur frère qui était là, qui était lourdement handicapé. mmh, Ben, il y avait des phases où la petite, donc la dernière, elle était dans l'affection, voilà, elle était très protectrice, et puis mmh, l'aînée était plutôt rejetée, et puis après, c'était l'inverse, c'est la petite qui a rejeté le handicap, qui a dans l'adolescence, qui voulait pas ça, mmh, qui voulait pas, et qui était agressive avec son frère, enfin voilà tout ça. mmh, mmh, Et à la fin du parcours de la vie donc de mon fils, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que sa petite sœur, elle était super proche et le grand frère s'est éloigné. Donc il mmh, n'y a pas forcément non plus, c'est pas parce qu'ils sont dans un schéma à un moment donné qu'ils vont rester dans ce schéma-là mmh, et que quelque part c'est plutôt rassurant, mmh, surtout quand ils sont dans des schémas de rejet mmh, par rapport au handicap et tout ça. Il y a une évolution qui peut se faire tout à fait de façon totalement naturelle. mmh.
Bien sûr, et puis en fait, le rejet, en plus, est exacerbé et puis, du coup, est l'objet d'une attention particulière quand on est, dans une situation de fratrie avec un enfant en situation de handicap. Mais dans le développement d'une fratrie, où on va dire, classique, où il y a pas d'enfant en situation de handicap, il y a aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, par exemple, quand on commence à devenir un individu, à se détacher de ses parents, à se détacher de sa famille, il y a du rejet aussi. Alors souvent le rejet, c'est les parents qui prennent. Les parents vont prendre, beaucoup par rapport à ce rejet-là. Mais, c'est aussi, d'un point de vue développemental, c'est aussi normal de passer par, de la rivalité, du rejet, du conformisme avec les pairs, parce que le rejet peut aussi correspondre à ça. C'est-à-dire que, il y a un âge où on a envie, où beaucoup d'enfants en tout cas passent par cette phase où ils souhaitent être conformes aux autres et qu'avoir un frère ou une sœur en situation de handicap, c'est ne pas être dans cette conformité et donc du coup, autant ils vont pouvoir, par exemple, s'habiller, tous pareil, écouter tous la même musique, mais également à ce moment-là, parfois, et ben, du coup, rejeter, les parents s'ils sont un peu trop originaux ou le frère et la sœur en situation de handicap parce qu'il ne correspond pas à leur désir de conformisme de l'instant. Mais ça ne veut pas dire que ça sera la même enfin, que ce sont des choses qui vont perdurer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question peut-être, je ne sais pas, par rapport aux personnes qui sont là. Est-ce que, je ne sais pas si vos enfants sont voilà, comment sont accompagnés vos enfants? Si ce sont des enfants qui sont accompagnés dans des structures, type, CESAD ou IME ou autre. Mais est-ce que, en fait, est-ce que vous avez, des propositions faites en dehors de celles qui est faite aujourd'hui, dans ce cadre-là, mais justement d'échanges, des propositions d'échange pour les fratries? Est-ce que c'est des choses qui sont proposées? Alors, moi, mon fils est suivi en CAMS D'accord. et oui, c'est mis en place en temps normal, mais là, depuis le début du Covid, ils ont arrêté de faire ça. Oui, oui. Bah, Donc on n'en a jamais profité et c'est dommage parce qu'on attendait beaucoup de ça, mais voilà, c'est proposé en temps normal, ouais. D'accord. C'est des petits groupes pour les frères et sœurs, c'est ça? Oui, Sur ce c'est ça, ouais. modèle-là? Ouais. D'accord. D'autres, témoignages par rapport à ça? Oui, alors moi, mon fils est suivi par la page 44 et effectivement, dans son projet d'accompagnement personnalisé, j'avais fait la demande de faire quelque chose autour de la fratrie. Et alors, de mémoire, on devait lancer un groupe de parole avec la fratrie. Mais Mmh. avec le Covid, ça s'est stoppé. Ah oui, d'accord. OK. En tout cas, il y a ces projets-là. Mm. OK. Et je pense qu'on va reprendre, dans les prochaines semaines, si on peut, avant la fin de l'année, en tout cas, essayer de faire une session avec les frères et Mmh. sœurs. Mmh mh. OK. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, par rapport à ces groupes de fratrie, ateliers fratrie, échanges fratrie, c'est qu'il y ait quand même qu'il y ait cette notion d'échange. Ça, je trouve ça super, hein, c'est-à-dire que les enfants puissent témoigner de leurs difficultés, mais aussi qu'on puisse, leur, permettre, on va dire, d'évaluer leurs besoins et de faire, d'identifier leurs besoins dans cette fratrie, singulière et de pouvoir, on va dire, s'affirmer dans leur cercle, familial et affirmer leurs besoins et leurs envies et leurs volontés propres et puis qu'il y ait une partie aussi et je trouve que c'est très enrichissant en tout cas moi de mon expérience, c'est, le fait de pouvoir, heu, apprendre aux enfants ce qu'est le handicap de leur frère ou sœur. Parce que souvent, ils ont une connaissance de leur frère ou de leur sœur.
Mais et souvent la connaissance qu'ils ont, moi je vois de l'expérience que j'ai d'animation de groupe, c'est, mon frère est mort, il tape, il crie beaucoup ou il arrive pas à manger tout seul ou voilà et en fait, ils vont décrire le handicap de leur frère ou de leur sœur à travers les comportements problèmes, qui sont en fait des comportements qui sont, liés à l'instant T entre enfin qui sont liés à l'in entre enfin qui sont le résultat de l'interaction entre l'enfant et l'âge, dans le avec son handicap, son âge et ses particularités et son environnement. Mais ce sont des choses qui sont, qui vont évoluer, et du coup mais qui ne sont pas des descriptions, du handicap de l'enfant. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous voyez? C'est-à-dire, ne pas réduire finalement, la description du handicap du frère ou de la sœur à ces 10 comportements problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment les parents qui ont des frères et sœurs adultes, puisque les préoccupations sont quand même un petit peu différentes, notamment quand le parent décédé. Donc le côté poids qu'on laisse, qu'on laisse donc au frère ou à la sœur, et puis comment le gérer sans trop culpabiliser, comment amener peut-être la discussion aussi au sein de la fratrie, parce que c'est pas des choses qui sont faciles à parler, dans le sens, on a quand même du mal à imaginer qu'on meurt, et puis donc de ce genre de projection. Voilà. Je sais qu'il y a quelques questions autour de ça aussi. Alors, je ne sais pas si je peux peut-être rebondir à ce sujet-là et puis peut-être qu'il y aura des témoignages. Ah non, il y a une main qui se lève. Non? Ah non. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. D'accord. C'est sûr que par rapport à ça, moi, ce que j'ai beaucoup insisté. Il y a effectivement une main qui s'est levée, qui parlera peut-être de ce sujet-là. D'accord. Bah, je vous laisse du coup, si vous voulez. Puis je rebondirai après. Oui, Madame Evelyne. Si vous voulez poser votre question, mais il n'y a pas le micro est fermé, si vous pouvez l'ajuster, l'ouvrir. Ah oui, c'est bon. C'est fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Michel Dietrich. Notre préoccupation, nous sommes des parents plus âgés que l'ensemble des parents qui sont présents aujourd'hui, avec un fils qui a 42 ans. Et donc, on a connu les difficultés d'adaptation de la famille à l'arrivée de Benjamin avec sa sœur jumelle, mais avec un frère aîné très, très responsable, très, très protecteur, aussi bien avec son frère handicapé qu'avec sa sœur. Et puis, par contre, la sœur jumelle ayant une fâcheuse tendance à attirer beaucoup l'attention sur elle quand elle était plus jeune pour qu'on s'intéresse à elle également. Puis, les choses se sont mises en place petit à petit. Chacun a pris sa place au sein de la fratrie. Les choses se passent plutôt bien dans la relation des 3 frères et sœurs et ils sont arrivés donc maintenant à l'âge adulte. Benjamin ayant 42 ans, étant accueilli à la masse de la Sèvre. Mais notre souci, justement, à nous, parents qui vieillissons, vient bien que les 3 frères et sœurs, le frère et la sœur de Benjamin, sont très proches de lui, très, très attentionnés et nous rassurent là-dessus en disant ne vous inquiétez pas, on est là et tout ça. Chacun a son travail, chacun a sa famille et c'est pas évident. Pour nous, il y a quand même cette inquiétude et cette culpabilité aussi de se dire quand on vieillit et quand on sera plus capable de prendre en charge Benjamin correctement, du fait de l'âge qui avance, d'être responsable un petit peu du poids qu'on laisse sur les épaules de nos 2 autres enfants.
Donc voilà, c'était un petit peu mon inquiétude et de parents donc vieillissants avec malgré tout une fratrie soudée, mais très consciente du fait que le frère et la sœur ont leur vie, ont leur vie familiale, leur travail, des enfants, et que en plus ils ne sont pas sur Nantes, hein, et que c'est pas évident de déléguer ce genre de choses. Voilà. Bien sûr. Oui, oui. Ça, c'est effectivement alors, c'est dans la continuité, c'est-à-dire que ce qu'on a pu, voilà, ce que vous décrivez là, vous avez parlé de culpabilité, de responsabilité, c'est un peu ce que j'ai décrit, plus tôt par rapport à la dynamique, familiale et de la fratrie quand les enfants sont petits. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on sur toute cette période, on va dire d'éducation, hein, où on a les enfants chez soi et où il y a cette fratrie interagit, on prépare finalement le terreau de l'avenir. Et l'avenir, plus il est, voilà, plus il est discuté, plus on communique sur cet avenir, plus on dit les choses clairement. C'est-à-dire que clairement, c'est aussi effectivement, pour certaines personnes, c'est aussi parler de la fin de vie. C'est aussi pouvoir mettre des mots sur ça, parce que parfois l'espérance, par exemple, de vie de certaines personnes va être plus réduite. Donc du coup, c'est évoquer tous ces aspects-là. Accepter effectivement que, en fait, permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions de manière, régulière et de manière, libre, leur permet aussi d'un jour, s'ils doivent le faire, de pouvoir dire, par exemple, qu'ils se sentent pas capables, qu'ils ne se sentent, que c'est trop pour eux, ou à l'inverse, de pouvoir dire en toute, sincérité qu'ils sont là et qu'ils prendront cette responsabilité-là. Et effectivement, je ne peux que comprendre, que ça puisse, créer de la culpabilité, et à mon avis, cette culpabilité-là, elle est, normale. C'est normal d'avoir ce type d'émotion-là. Et effectivement, plus les choses sont préparées, plus les choses sont parlées, mieux ça se passera. Mais quoi qu'il arrive, c'est ce que j'ai expliqué en premier lieu, c'est-à-dire que suivant, la fratrie, c'est quand même le lien familial le plus durable. C'est-à-dire que la plupart du temps, la fratrie survit, on va dire, aux parents, et dans l'ordre des choses, les parents décèdent avant les enfants. Donc effectivement, cette fratrie on va dire, cette dynamique peut perdurer après le départ des parents. C'est pas toujours le cas, parce que parfois, en fonction du handicap, les personnes peuvent avoir une espérance de vie plus courte. Mais quoi qu'il en soit, il faut pouvoir en parler de cette fin de vie, et c'est pas habituel, en fait, de parler de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'est pas, on n'est pas habitué à à anticiper, les derniers instants de sa vie. Donc parfois, c'est aussi intéressant de se faire, si la communication est possible et se fait de manière correcte, on va dire libre, tant mieux. Et puis parfois, on peut aussi se faire, accompagner pour évoquer ces sujets-là. Mais on a pu en parler, évoquer ces choses-là, mais à la limite, ils sont presque trop rassurants en disant: «Mais arrête de te faire des soucis, on est là». Mais en même temps, je ne sais pas s'ils s'autoriseraient à dire, «C'est trop lourd pour moi, ma fille a 3 enfants, a des soucis de son côté, mais voilà quoi, hein, c'est pas évident, du tout». Et à la limite, ils sont presque trop, «Mais t'inquiète pas, on est là quoi, hein». C'est voilà. Oui, bien sûr, mais à la fois dans la mesure où vous leur avez toujours offert la possibilité d'exprimer les choses. C'est différent, à la limite dans les familles où c'est un sujet qui est tabou, qui se dit pas, qui se parle pas, et où on peut pas exprimer les difficultés. Quand les enfants sont depuis tout petits invités à parler, justement, à communiquer autour des difficultés liées à cette responsabilité, et puis à d'autres, du coup, à un moment donné, effectivement, il faut aussi qu'en tant que parent, on puisse accepter, que du coup, que nos enfants
justement prennent cette responsabilité-là et qu'ils le fassent pas pour nous faire plaisir, mais parce qu'ils sont OK avec ça. Mmh. Vous voyez? C'est leur choix, mais il y a aussi la question des conjoints qui Oui. peut, Mmh. poser Bien sûr. un petit peu Bah oui. Mmh. de soucis en ce qui me concerne. Bien sûr. On se Puis demande, si les conjoints sont partants de la même façon. oui, bien oui, ça c'est sûr. Mais je pense qu'effectivement dans cette communication-là, il faut qu'ils puissent aussi, ils font partie de la dynamique quand même on va dire familiale et donc c'est aussi important qu'ils puissent aussi participer à cet échange-là. Mmh. Je trouve aussi qu'après ça dépend aussi du niveau de la dé on va dire de la dépendance de la personne. C'est-à-dire que, heu, qu'est-ce qui est et de ce qui on va dire, possible et proposé pour, justement, la fin de vie de la personne. Heu et heu et si effectivement, si on a confiance aussi dans les structures d'accompagnement, si on sait ce qui est prévu pour la personne, si on est en confiance aussi parce qu'il y a la famille, mais il y a aussi les professionnels Oui, oui. et pardon, Je dis oui. oui, oui, de toute façon, Benjamin est dans une structure et en dehors de la période, de Covid et de confinement, Mmh, Benjamin revenait à la maison le mmh, week-end. mmh, Mais mmh, il est, quand même lourdement handicapé et nous, mmh, nous vieillissons. Voilà. bien sûr. Mmh. Et ça, c'est vu avec eux, avec les frères et sœurs, par exemple? Si eux, ils souhaitent, faire le même type de relais ou est-ce qu'ils souhaitent autre chose? Oh non, 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 non. Non, non, Ce non, serait, non quoi? maintenir Qui ce est qui est déjà là. D'accord, OK, bien sûr. en devenant, tuteurs tous les 2. D'accord. Mmh, Si les parents sont défaillants ou mmh. décédés. La question de la tutelle aussi, c'est une question qui est importante parce que jusqu'à une époque, en fait, la famille ou les frères et sœurs devenaient tuteurs de fait. Aujourd'hui, moi, dans mon observation, je trouve que c'est de moins en moins, ça ne veut pas dire que la famille se désinvestit, mais que c'est de moins en moins fréquent, que les tuteurs soient les frères et sœurs et que parfois c'est des services de tutelle, on va dire, tout venant. Mais tout ça, c'est pareil, ça nécessite d'en parler et de communiquer et il y a pas de bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire. L'essentiel, c'est que finalement, le choix qu'on puisse faire, ce soit un choix qui soit, réfléchi et partagé. Oui, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Donc, oui, on dépasse un peu l'horaire, donc je ne sais pas Oui, si Madame Guériec, vous avez encore un peu de temps ou pas à accorder encore à une dernière question. oui, moi j'ai encore 10 minutes. Après, j'ai un rendez-vous téléphonique. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Alors j'ai une main qui se lève, mais je ne sais pas si c'est une erreur. CM, Caroline Caroline qui lève la main. Non, c'est une erreur? Oui, non, non, c'était tout à l'heure, c'était pour Ah, témoigner, c'était d'accord. concernant les ateliers fratrie. D'accord, OK. Mais vous pouvez témoigner, pas de souci. C'est Voilà, vrai non, que c'était juste pour dire que mon fils, avant d'être suivi à la page, était suivi par les Hautes-Baudières, qui s'appellent aujourd'hui Au Sens. Mmh. Et depuis qu'il est tout petit, on nous a proposé des week-ends fratrie Mmh. où ils regroupaient les frères et sœurs d'enfants avec un handicap visuel et autres handicaps associés pour pouvoir justement parler de leurs frères ou de leurs sœurs avec un handicap, pour pouvoir aussi leur parler de la déficience visuelle, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas bien voir. Voilà. OK. Et puis, nous, en tant que famille, on a eu pendant 1 an des rencontres régulières, moi et les 3 enfants, pour travailler autour de la relation
Oui. la relation entre les frères. Voilà, c'était pour témoigner de ce qu'on nous avait proposé. Oui, Voilà. tout à fait. C'est intéressant parce que j'en ai pas forcément parlé, mais effectivement, il y a aussi des fois, ce qui peut être intéressant, c'est quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, on va dire, au sein de la famille, ou en anticipation et on va dire pour accompagner l'arrivée d'un enfant en situation de handicap dans une famille, ça peut être effectivement aussi de proposer une approche familiale où chacun, parents et enfants, à l'aide d'un thérapeute, vont pouvoir échanger par rapport à cette nouvelle dynamique de famille. Je crois qu'on va clore pour vous laisser continuer. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que il y a eu beaucoup d'apports et j'espère que ça a aidé, que ça a apporté des choses aussi aux autres. Donc, oui, il y a des merci beaucoup. Donc, voilà. Du coup, peut-être qu'il y aura un autre moment où on fera de nouveau appel à vous. Pour commencer en fonction des retours que j'aurai des participants. C'est important d'avoir des retours à voir, peut-être sous une autre forme, peut-être sous une forme atelier ou questions-réponses ou voilà, à voir suivant les retours qui seront donnés. Et voilà. Bon, c'est vrai que c'est un format un peu atypique, hein. Je vous avoue franchement que parler face à un écran noir, c'est une première, c'est particulier. Alors j'espère que je n'ai pas été trop un peu trop figée, mais c'est vrai que c'est une expérience en soi. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous. Je me propose, moi, si vous le souhaitez, de vous communiquer le support que j'ai pu faire, si vous voulez. Oui. Je vous l'envoie en PDF, comme ça vous pouvez le faire passer aux personnes qui sont intéressées, s'ils souhaitent avoir ce support-là. J'ai laissé aussi en première page de ma présentation mon adresse mail. S'il y a des personnes qui ont des questions ça s'est arrêté. L'idée, c'est de pouvoir répondre si vraiment il y a des choses auxquelles je peux répondre sans rentrer dans la dynamique personnelle de chacun, parce qu'évidemment, je ne connais pas vos histoires. Donc, bon. Vous m'entendez toujours ? Oui, là, ça va. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions en lien avec ma présentation, éventuellement à me les poser. Et puis, je vous ferai aussi une bibliographie. Pour ceux qui sont intéressés de ce que j'ai trouvé, alors par rapport à cette thématique-là. Aussi des petits livres pour expliquer le handicap aux enfants et voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Intéressant aussi pour les petits enfants. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.